Bonjour à tous, je suis Kevin Bouillet de Autant à l'Université de Lorraine. Nous sommes actuellement à l'aube de l'industrie 4.0 qui se veut plus flexible et connectée. Parmi ces technologies clés, le Kobo. Ce robot collaboratif a pour but de travailler en collaboration avec les humains, avec des interactions possiblement physiques, contrairement aux robots traditionnels de l'industrie 3.0, comme ceux pour l'automatisation en masse dans les usines. Dans les entreprises, un problème de santé majeur persiste, les troubles musculo-squelettiques. Ces TMS, qui représentent plus de 80% des maladies professionnelles en France, apparaissent avec différentes contraintes environnementales et ont des conséquences importantes pour opérateurs et employeurs. Avec l'introduction des cobots dans les usines, le rapport opérateur-tâche est nécessairement modifié. Ces changements vont donc également modifier les activités motrices et cognitives de l'opérateur dans la réalisation de la tâche. Mais quelles sont les répercussions de ces modifications sur la performance motrice et sur la santé des opérateurs? Nous nous intéressons à ces répercussions par une étude multimodale. Ainsi, 40 participants effectuent une double tâche de 4 minutes, une tâche motrice de fabrication de produits et une tâche cognitive de comptage d'une lettre dans une série de lettres audio. Les participants sont équipés de 17 trackers de motion capture et de lunettes oculomètre. Vous pouvez voir dans ces vidéos le déroulement d'un essai. Dans la vidéo de gauche, une caméra filme la scène et permet de calculer les données temporelles de la production. Dans la vidéo du milieu, vous voyez l'avatar qui s'anime en même temps que le participant. Par la motion capture, nous pouvons évaluer le comportement biomécanique de l'opérateur. Enfin, la vidéo de droite correspond à la scène visuelle du participant. L'oculomètre nous permet aussi d'évaluer le comportement attentionnel du participant. Les expérimentations ont débuté récemment avec 10 participants passés. Des résultats préliminaires pourront vous être présentés et discutés en même temps que le poster si vous venez me voir. Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 14 avril, la réalité mixte devrait faire son entrée dans notre quotidien dans les années à venir. Après que plusieurs constructeurs automobiles étudient la réalité augmentée pour faciliter la réparation de véhicules, Google rachète North, une entreprise fabriquant des lunettes de réalité mixte pour le grand public. Cependant, ces technologies utilisent encore du midair, ce qui engendre une fatigue physique importante chez les utilisateurs après quelques heures d'utilisation. Et si on éliminait cette fatigue? Des recherches sur l'utilisation de micro-mouvements de la main tentent de résoudre ce problème. Ce soir, c'est Adrien Chaffonjon, doctorant en première année à Grenoble, qui répond à vos questions. Alors Adrien, que sont ces micro-mouvements? Les micro-mouvements sont des mouvements rapides de la main sur elle-même. Plusieurs chercheurs ont déjà démontré qu'ils permettent d'interagir sans interrompre la tâche principale de l'utilisateur, comme présentait le JT. Alors, comment les capture-t-on? Plusieurs possibilités. Il existe des caméras qui souffrent souvent d'occlusion. Sinon, le gant reste la solution la plus robuste et facile à construire, comme ce gant que j'ai construit pour ma thèse. Et comment comptez-vous les utiliser dans la réalité mixte? Eh bien, j'ai identifié 3 étapes pour ma thèse. Premièrement, au quotidien, on tient des objets qui vont contraindre les micro-mouvements possibles à faire. J'ai étudié la relation qui existe entre ces objets et les micro-mouvements possibles de façon à créer différents ensembles suivant des scénarios précis tels que la chirurgie ou les mécaniciens. Dans un second temps, je vais adapter ces ensembles de micro-mouvements pour la manipulation en réalité mixte. J'ai déjà commencé lors de mon M2 à faire une technique de sélection d'objets virtuels utilisant les micro-mouvements et le regard. Enfin, en dernière étape, étant donné la variété de micro-mouvements et le nombre d'actions qu'on peut leur associer, il est important d'étudier des mécanismes d'apprentissage et de feed-forward pour ces micro-mouvements. Merci pour ces réponses. On vous retrouve demain pour la session des posters. En effet, et pour cela, il vous suffit de suivre mon alter ego de bande dessinée.
La problématique de la performance au travail du sujet vieillissant est particulièrement saillante dans les domaines d'activité critiques, exigeantes sur le plan intellectuel et impliquant un rythme de prise de décision rapide comme l'aviation. L'aviation générale, qui regroupe les activités aériennes civiles autres que le transport commercial de passagers, n'impose pas de limite d'âge aux pilotes et beaucoup d'entre eux ont plus de 55 ans. Or, on observe un déclin de certaines capacités cognitives et des capacités de perception dès 55 ans. Ce déclin peut mener les pilotes à l'erreur et altérer ainsi la sécurité des vols. Alors que beaucoup d'études ont caractérisé l'impact du vieillissement cognitif sur le pilotage, peu d'entre elles s'intéressent à l'apport potentiel d'un développement technologique pour limiter ses effets sur la performance des pilotes. Ces travaux se proposent d'étudier différentes solutions d'assistance au travers d'une démarche de conception centrée utilisateur et s'articulent autour de deux axes de réflexion, la baisse des capacités attentionnelles du pilote et le déclin cognitif lié à l'âge. Pour soutenir le pilote dans cette tâche attentionnelle, nous nous intéressons à la problématique des alarmes présentes dans le cockpit et proposons de répondre à la question suivante: quelle modalité d'alarme, pour quel pilote et sous quelles conditions? Pour répondre à cette question, nous procéderons à des tests utilisateurs. Nous proposons de faire tester différentes modalités d'alarme aux pilotes et d'étudier notamment leur activité cérébrale au moyen d'un dispositif alliant électroencéphalographie et spectroscopie proche infrarouge. Pour étudier la problématique de la cognition, nous nous proposons de répondre à la question suivante: quels outils permettent de soutenir le pilote lorsqu'il doit noter ou mémoriser des informations? Pour répondre à cette question, nous avons mené des interviews et conduit des brainstorming qui nous ont permis de produire un prototype fonctionnel d'assistance en vol. Nous avons ensuite fait tester ce prototype par des pilotes sur un simulateur de vol. Si ces travaux vous intéressent, nous serons heureux de répondre à vos questions autour de notre. Les systèmes interactifs multimodaux permettent d'interagir plus naturellement avec son environnement en utilisant des modalités comme la voix ou les gestes. Les premiers systèmes multimodaux interagissaient avec les utilisateurs dans des espaces restreints et souvent entièrement définis dès la conception. Mais l'arrivée sur le marché des objets connectés ces dernières années a permis de distribuer plus facilement les interfaces dans les environnements d'exécution et se rapprocher ainsi du paradigme de l'intelligence ambiante où le numérique se fond dans le réel. Néanmoins, les environnements possibles de fonctionnement d'un système interactif sont très variés et difficiles, voire impossibles à anticiper. On y retrouve un ensemble de capteurs et d'actionneurs, fixes ou bien mobiles, qui se connectent et se déconnectent dynamiquement. Des utilisateurs de différentes natures, seuls ou en groupe, peuvent interagir avec le système. Et les interactions peuvent avoir différents objectifs. Tout ça mène à penser que construire un tel système est long et complexe. Et donc on se pose des questions: quelles sont les étapes pour construire un tel système? Quels sont les rôles à remplir? Comment faciliter et accélérer l'intégration des objets connectés? Comment s'assurer que le système soit utilisable après le déploiement des objets dans l'environnement? Enfin, comment éviter que l'interaction d'un utilisateur avec les interfaces distribuées ne dérange les autres personnes à proximité? Voilà l'ensemble des questions que je souhaite répondre lors de ma thèse. L'évolution du cockpit des avions commerciaux n'a cessé d'évoluer depuis les années 50. Passant de 5 à 2 membres grâce aux avancées technologiques, cette évolution n'a pas fini de croître. Encore aujourd'hui, les chercheurs de la NASA et les industriels cherchent à réduire le nombre de membres à bord de 2 à 1. Cette réduction est appelée le Single Pilot Operation ou encore le Reduced Crew Operation. Pour réussir cette transition, un second pilote au sol devra servir de support pour le pilote à bord. Beaucoup d'hypothèses sont encore émises quant au rôle du membre au sol. Cependant, des questions émergent déjà quant à la collaboration à distance de ces deux membres. La collaboration à distance de ces deux pilotes va engendrer une perte de la communication non verbale telle que les gestes ou la posture, mais également la perte d'un espace de référencement commun. Cette séparation des membres du cockpit va de plus impacter la conscience mutuelle. La conscience mutuelle est la conscience que les membres ont sur les actions, intentions et croyances de l'autre. Par exemple, A a conscience des actions de B, mais également la conscience réciproque. Par exemple, A a conscience que B a conscience des actions de A.
Le sujet de ma thèse est donc d'étudier les effets de la séparation de deux pilotes et proposer des solutions IHM pour supporter cette conscience mutuelle. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir lors des rencontres doctorales. Dans notre vie quotidienne et en tant qu'utilisateur, on se sert de plusieurs types de périphériques. Chaque périphérique diffère de l'autre selon le contexte dans lequel il sera utilisé. Afin d'assurer cette interaction, plusieurs types d'interfaces sont utilisés. Parmi ces interfaces, on retrouve ce qu'on appelle des interfaces à base de tuiles. Dans ce type d'interface, chaque tuile représente un rectangle donnant accès aux données et aux applications. Dans la version classique de ces interfaces, la disposition des tuiles et leur contenu sont laissés à la charge de l'utilisateur. Le but de ce travail de recherche est de soulager l'utilisateur de cette tâche en permettant une répartition intelligente des tuiles par rapport à leur contenu, à l'utilisateur, à ses activités et à toute contrainte extérieure permettant de rendre cette interface la plus adaptée possible. Afin d'augmenter l'utilisabilité de ces interfaces, l'élaboration d'une bonne hiérarchie visuelle s'est avérée nécessaire. Ceci nous a conduit à adapter des lois et des techniques issues de la théorie de la perception. Nous avons tout d'abord étudié les lois de la Gestalt ainsi que la possibilité de leur implémentation. Puis nous avons exploré les différents schémas hiérarchiques issus des études de suivi du regard. On peut citer, à titre d'exemple, le F-pattern. Comme dernière étape, nous avons proposé une formulation mathématique ainsi que plusieurs algorithmes pour résoudre ce problème, en se basant sur les méthodes de l'optimisation combinatoire.